BBC Info, merci pour votre fidélité. Bienvenue, voici le sommaire du journal. La suite des réactions après l'annonce de la fin programmée du franc CFA, un événement historique pour certains, tandis que pour les autres, l'annonce laisse un goût d'inachevé. En Algérie, le général Gaïd Salah est décédé. L'homme devenu incontournable après la chute d'Abdelaziz Bouteflika a été terrassé par une crise cardiaque. Et en sport, Usain Bolt a refilé les crampons ce week-end. C'était dans le cadre d'un relais spécial lors de l'inauguration d'un stade à Tokyo. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités ivoiriennes ont lancé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. L'ancien chef rebelle sera recherché pour atteinte à la sûreté de l'État. Plus de 800 policiers et gendarmes ont été déployés aux abords de sa résidence à Abidjan pour empêcher tout regroupement de foule. Le retour à Abidjan de l'ancien président de l'Assemblée nationale était prévu cet après-midi, mais il a dû finalement se rediriger vers le Ghana voisin. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. En Afrique francophone, c'est sans doute l'une des annonces majeures de cette fin d'année. La disparition pour J 2020 du franc CFA, cette monnaie d'origine coloniale, sera remplacée par l'ECO pour les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le CFA était devenu un sujet qui déchaîne les passions dans la région, mais l'annonce de cette disparition ne répond pas à toutes les interrogations. Myriam Lawari. Le franc CFA va bientôt tirer sa révérence. Créé en 1945, le franc des colonies françaises d'Afrique, devenu le franc de la communauté financière africaine après les indépendances des années 60, va bientôt disparaître pour laisser place à l'ECO en 2020. Une nouvelle page est donc sur le point de s'écrire pour 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. En visite à Abidjan, Emmanuel Macron s'est posé en défenseur d'une relation décomplexée de la France avec l'Afrique, n'hésitant pas à qualifier le franc CFA comme l'un des derniers vestiges de la France-Afrique et le colonialisme comme une faute de la République. Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. J'entends ce que dit la jeunesse africaine, j'entends ce que disent les milieux d'affaires économiques africains, j'entends ce que disent aussi nos diasporas, qui nous demandent de bouger sur ce sujet. Il était l'héritage, en effet, d'un système historique, et il était perçu comme les vestiges d'une France-Afrique. Mais à Abidjan, des voix mettent en garde contre les grandes attentes que suscite l'ECO. Le chemin est encore long avant de pouvoir voir un jour une monnaie forte et reconnue sur le marché international, totalement indépendante de l'euro. Je ne voudrais pas qu'on aille vers une monnaie pour avoir de la monnaie, comme dans le cas de certains pays confrères, comme la Guinée, ou je prends le cas du Zimbabwe, où pour acheter du pain, vous avez il faut aller en boutique avec un sac de billets. Donc il faut que ce soit vraiment quelque chose de pensé, de réfléchi et de progressif. Mais il n'y a aucune fierté à dire voilà j'ai ma monnaie, si cette monnaie en réalité ne vaut rien sur les marchés internationaux. Il faut dire que le franc CFA a toujours déchaîné les passions jusqu'à aujourd'hui. Pas sûr que l'ECO ne laisse de marbre en 2020. Les débats sont déjà ouverts, signe que le sujet continue à déchaîner les passions.
La disparition du CFA et son remplacement par l'ECO ne concerne donc à ce stade que les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quid alors des 6 pays membres de la CEMAC en Afrique centrale qui utilisent également le CFA? Eh bien, Emmanuel Macron se dit disposé à ouvrir un dialogue avec ces pays-là, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Un dialogue pour déterminer l'avenir de la monnaie dans cette zone. Et après son séjour en Côte d'Ivoire, le président français s'est rendu au Niger. Son escale là-bas n'a duré que quelques heures et elle a été l'occasion pour Macron de réaffirmer sa volonté de renforcer la lutte contre le djihadisme au Sahel. Aux côtés de son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, il a rendu hommage aux 71 militaires nigériens tués par des djihadistes au début du mois. Par ailleurs, il a étalé toutes ses préoccupations au sujet de la montée du sentiment anti-français dans la région. Les semaines qui viennent sont absolument décisives pour le combat que nous menons contre le terrorisme. Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d'en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre. Il nous faut en reclarifier le cadre, les termes, et en redéfinir plus clairement les objectifs. C'est l'ambition du sommet que nous tiendrons ensemble à Pau, le 13 janvier prochain. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. En Algérie, on le surnommait le gardien du système. Il a passé 15 ans à la tête de l'armée nationale, ce qui est un record. Ahmed Gaïs Salah était en fait devenu l'homme incontournable dans le pays depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. L'homme a résisté à bien d'avant, mais aujourd'hui, c'est une crise cardiaque qui l'a emporté. D'Alger, voici une correspondance spéciale de Jamila Ould Katab. La confirmation du décès du chef d'état-major Ahmed Gaïs Salah, victime ce matin d'un arrêt cardiaque, est tombée ici à Alger comme une surprise. Personne ne s'attendait à une telle annonce, même si on savait l'homme de 79 ans atteint de plusieurs maladies. La présidence a réagi très rapidement. Abdelhadid Tebboune, nouveau président fraîchement élu, a salué dans un communiqué la disparition d'un vaillant héros de la guerre de libération. Il a également décrété un deuil national de 3 jours. Depuis, l'annonce de ce décès est très largement commentée, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Ahmed Gaïs Salah a été propulsé au devant de la scène avec le mouvement du 22 février contre le régime. C'est lui qui a poussé Abdelaziz Bouteflika vers la sortie, c'est lui qui était le principal artisan de l'opération main propre contre la corruption. On connaît déjà le nom de son successeur, il s'agit de Saïd Chengria qui était jusqu'ici commandant des forces terrestres. Il est très fort probable que ce dernier poursuive sur la même ligne, à savoir calmer la rue en faisant quelques concessions, sans toutefois remettre en cause la nature du régime militaire politique algérien. BBC Info, le reste de l'actualité en bref. En Arabie Saoudite, 5 personnes poursuivies pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi ont été condamnées à la peine capitale. Un tribunal de Riyad a disculpé en revanche 2 des principaux suspects. Il s'agit d'un conseiller royal et un chef du renseignement. Jamal Khashoggi avait été assassiné en octobre 2018. Le Premier ministre australien Scott Morrison continue de défendre l'industrie du charbon. Il a contre-attaqué en pleine crise de feux de forêt en jugeant qu'il serait irresponsable de tourner le dos à l'industrie du charbon et à ses milliers d'emplois, et ce alors qu'il est accusé de ne pas en faire assez pour le climat. Le grand angle de ce journal, au Kenya, selon le gouvernement, il y a quelques 10 000 bâtiments qui nécessitent d'être évacués parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de sécurité. Il s'agirait de bâtiments qui menacent de s'effondrer. Au cours des derniers mois, il faut dire, plusieurs effondrements de bâtiments ont occasionné des morts, notamment à Nairobi, la capitale. Le sujet de la sécurité du logement suscite un intense débat politique dans le pays de Marina Daras. L'effondrement de ce bâtiment de 6 étages dans le quartier d'Ambakazi à Nairobi a causé beaucoup de morts et de destruction. L'autorité nationale de la construction du Kenya affirme qu'il y a plus de 10 000 bâtiments similaires risquant de s'effondrer dans tout le pays.
Il y a tout juste 3 mois, 8 élèves sont morts lorsque le toit de leur classe est tombé dans une école primaire du quartier de Dagoretti à Nairobi. Et en avril 2016, une tragédie similaire s'est produite dans un autre bâtiment à Huruma, un quartier résidentiel au nord-est de Nairobi. Plus de 50 personnes y sont mortes. Huruma est l'un des quartiers résidentiels les plus vastes de la ville et l'un de ceux qui compte le plus grand nombre de bâtiments à risque. Bridget Awar, 40 ans, a été sauvée des décombres, ensanglantée et accrochée à sa fille. Son mari, quant à lui, est mort devant elle. Le bâtiment s'est enfoncé juste devant mes yeux. À ce moment-là, je tenais mon bébé dans mes bras et tout s'est écroulé sur moi. J'ai cru que j'allais mourir. Heureusement, quelqu'un est venu et m'a tiré des décombres qui étaient sur moi et c'est ainsi que nous avons survécu. Tracy Candy, 24 ans, est également sous le choc de la tragédie de Huruma. Ses 2 frères sont morts dans l'éboulement et elle dit avoir dû quitter la région pour tenter de faire face à cette perte. Il y a tellement de maisons à démolir dans le coin, mais il est choquant de constater qu'elles sont toujours habitées. Les représentants du gouvernement le savent trop bien, mais ils ne font rien. Je pense qu'ils sont simplement corrompus. Martin Aluga est un ingénieur civil basé à Nairobi. Le gouvernement a récemment dressé une liste des immeubles qui ne devraient pas être occupés. Mais savons-nous quels bâtiments ? Mais le responsable de la conformité de l'autorité nationale kenyane de la construction affirme que le gouvernement prend des mesures décisives. Lorsque nous rencontrons une structure dangereuse, la première chose que nous devons faire est de l'alerter. Et si le propriétaire est catégorique et qu'il poursuit la construction, nous passons à une étape suivante, c'est-à-dire les organismes d'application de la loi. Nous sommes en sécurité, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais beaucoup de gens à Nairobi n'en sont pas si sûrs. Prenez le cas de ce bâtiment dans le quartier d'Utawala qui, selon les autorités, pourrait s'effondrer d'un moment à l'autre, mais qui accueille toujours des magasins et autres commerces. Et alors même que le Kenya cherche des solutions, des tragédies similaires secouent de plus en plus d'autres villes d'Afrique. En mars dernier, par exemple, 20 personnes sont mortes après l'effondrement d'un bâtiment dans la ville nigériane de Lagos. Entre-temps, au Kenya, il y a de plus en plus de pression sur les autorités pour résoudre ce problème, mais rares sont ceux qui pensent que cela va bientôt se produire. Dans l'actualité des sports en Angleterre, l'association de footballeurs professionnels a appelé le gouvernement à ouvrir une enquête sur le racisme dans le sport après qu'un joueur de Chelsea, Antonio Rudiger, a déclaré avoir entendu des cris de singe venant de la foule lors d'un match de la Premier League. Les défenseurs demandent que les personnes impliquées dans les chants racistes soient identifiées et sanctionnées. Les incidents étaient intervenus lors d'un match contre Tottenham, match remporté par Chelsea sur un score de 2-0. Le monde entier a pu découvrir samedi le futur stade olympique de Tokyo. L'enceinte a été inaugurée devant 60 000 spectateurs et l'invité d'honneur, le sprinter jamaïcain Usain Bolt. Le champion a couru lors d'un événement pour célébrer l'ouverture du site qui sera la pièce maîtresse des Jeux olympiques de l'année prochaine. Et je vous propose maintenant de partir au Sénégal à la rencontre d'un activiste. Il s'appelle Modou Fall et il se définit comme le monstre du recyclage dans le pays. L'homme fait campagne pour un Sénégal plus propre, respectueux de l'environnement. Depuis des années, Modou Fall se force à sensibiliser la population sur les problèmes liés au plastique, en particulier les sacs plastiques à usage unique. Voici son portrait dans ce reportage signé Arwa Barkala. Ici, au niveau de Dakar, 5 millions de sacs plastiques sont jetés par jour. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Essayer de sensibiliser, ramasser les sacs plastiques que certains commencent à jeter, donc parler avec les enfants, aller dans les marchés. Il y a des industries qui sont là en train de produire, qu'on arrête la fabrication et l'importation et la gratuité, donc des sacs plastiques dans les boutiques ou bien dans les magasins. Donc c'est un déguisement vraiment, et je suis fier de le porter, un monstre du futur. En 2016, j'ai reçu chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République, chaque région une représentante donc de Sénégal propre. Après les gens commencent à dire, mais voilà, mais celui-là n'est pas fou, il est en train de passer un message. Mais c'était tellement difficile. Je m'appelle Modou Fall, je suis le président de l'association Sénégal propre. Pour un Sénégal propre, avec 0 décès.
Rappel d'une des principales actualités du jour, l'ancien chef rebelle en Côte d'Ivoire sous le coup d'un mandat d'arrêt. Voilà, Guillaume Soro est au Ghana en ce moment, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité, au revoir.